Bienvenue à Virage. Cette semaine, pour notre retour, on se déplace au Salon de l'Auto de Montréal. J'ai en studio la Subaru Crosstrek version Wilderness. On parle mécanique avec Jean Guéroy et on répond à vos questions. Tout cela dans un instant. Je suis bien content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Comme vous avez pu le voir, beaucoup de sujets à l'émission aujourd'hui et je veux vous redonner immédiatement les numéros pour me rejoindre, nous poser vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est la façon de nous poser vos questions et commentaires. On va commencer immédiatement avec le véhicule que je conduis présentement. Subaru Crosstrek version Wilderness, un véhicule qui est fort intéressant parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce segment des véhicules spécifiquement dédiés pour le hors-route. On sait que le Crosstrek, depuis sa refonte, connaît un succès absolument extraordinaire parce que, vous savez, ce véhicule-là est rendu numéro 1 dans son segment. C'est le plus vendu, le Crosstrek, et avec raison parce que son format fait en sorte que les gens l'apprécient énormément. Et dans ce segment-là, il y a quand même des joueurs majeurs, là. On parle de la Corolla Crosstrek, on parle du Honda HR-V, entre autres, de Hyundai Kona, qui est aussi quand même un joueur majeur. D'ailleurs, le Kona et le Crosstrek, là, on se fait une guerre à finir. Chevrolet Trailblazer, et il y en a énormément. Mais là où Subaru ont quand même fessé très fort par le passé, c'est qu'on est arrivé avec des versions différentes. On a essayé des versions hybrides également, donc on est allé dans l'électrification. Et là, depuis qu'on a lancé des versions un peu plus hors route de à peu près tous les modèles, il manquait que le Crosstrek pour arriver avec la version Wilderness. Et on a fait un travail extraordinaire dans ce segment-là parce que le Crosstrek a subi, je pense, le plus de modifications, à tout le moins visuel, que le reste de la gamme. Sur le Outback ou le Forester, on a été un petit peu plus docile sur ce véhicule-là. Mais sur le Crosstrek, si on regarde le travail qui a été fait, surtout du côté esthétique, là, on a travaillé fort. On a travaillé fort pour toute la partie avant et surtout sur les côtés. Je ne sais pas si vous aimez ou vous n'aimez pas, mais l'asymétrique, là, je pense qu'on y va très, très fort. On veut que le véhicule soit bien protégé et on a mis du plastique. Peut-être un petit peu trop à mon goût, mais ce que j'apprécie au niveau des pare-chocs, par exemple, c'est qu'on a amélioré grandement l'angle d'attaque, autant à l'avant qu'à l'arrière ou la sortie. Donc, si on fait du hors-route, vraiment, là, les pare-chocs vont permettre qu'on accroche un petit peu moins rapidement. Des plaques protectrices également en dessous. On a relevé la suspension quand même de façon appréciable. On va chercher jusqu'à 9,5 pouces au niveau du dégagement. Donc, c'est immense pour un véhicule de cette catégorie-là. On a aussi retravaillé la mécanique parce qu'on a placé dans ce véhicule-là le 2,5 qui développe 182 chevaux avec la transmission CVT qui a été améliorée également. Donc, on a amélioré surtout le refroidissement de la transmission parce qu'on peut remorquer avec ce véhicule-là 3500 livres pour un petit véhicule comme ça. J'aimerais ça l'essayer. Je ne l'ai pas mis à l'épreuve, le remorquage, mais j'ai hâte de l'essayer. 3500 livres pour un petit véhicule comme ça. J'espère que la suspension arrière a été renforcée parce qu'on a retravaillé aussi les suspensions et le système de 4 roues motrices pour faire en sorte qu'on puisse aller un petit peu plus loin au niveau hors-route parce qu'on joue avec la traction dans ce système X-Mode. Donc, c'est le système 4 roues motrices le plus avancé du côté de chez Subaru. Et je peux vous dire que ça fait un très bon travail. On a aussi des pneus tout-terrain sur le véhicule qui sont très, très bons. Mais dans le rendement général, c'est ce que j'apprécie le plus pour le Crosstrek, l'insonorisation. On n'a pas l'impression vraiment d'être dans un véhicule parce que si on est plus haut au niveau de la suspension, on est supposé d'avoir un véhicule qui bouge un peu plus. Il est vraiment très stable sur la route. En accélération, on entend le moteur, mais c'est pas désagréable du tout. Au contraire, je trouve que c'est agréable. Et lorsqu'on est en vitesse de croisière, le véhicule est bien insonorisé. Vraiment, j'apprécie ce côté-là du Crosstrek. Et il y a quand même de l'espace. Embarquer, c'est facile.
Débarquer, c'est facile. À l'arrière, pour le rangement, même si on a des plateaux de protection, il y a beaucoup d'espace pour le rangement, en tout cas suffisamment pour la catégorie. Donc, de ce côté-là, rien à dire. Et pour ce qui est des caractéristiques intéressantes qu'on retrouve sur le véhicule, il y a le EyeSight, donc tout le système de protection de collision, également les nouvelles technologies. Ça, c'est un bon point également qu'on a monté à bord. Siège chauffant, volant chauffant, il y a tout ce que vous pouvez imaginer comme équipement. Donc ça, c'est vraiment bien. Et au niveau du prix aussi, quand même, il faut aller tout près du 40 000 mais avec qu'est-ce qu'on a mis sur le véhicule, je pense que ça vaut la peine et le prix est justifié pour la catégorie. Donc, tout est cher maintenant. Alors, c'est le Crosstrek version Wilderness. On n'y échappe pas non plus. Donc, il y a plusieurs autres versions également qui sont disponibles du Crosstrek. Chose qu'il faut remarquer, parce que je veux revenir sur les protections extérieures du véhicule, puis ça, c'est peut-être le point qu'on devra regarder du côté de chez Subaru. Moi, je les ai souvent chicanés pour leur intérieur, qui était vraiment pas à jour. Là, on a fait le travail avec grand écran central, bloc instrument correct. On pourrait le moderniser, mais c'est correct. Donc, l'aménagement intérieur, j'ai rien à dire. Mais au niveau des protections à l'extérieur, c'est peut-être le point qu'on aura amélioré du côté du Crosstrek. Fiabilité, vous savez, chez Subaru, j'ai rien à dire de ce côté-là. Peut-être au niveau des coûts d'entretien, évidemment, c'est un Subaru. Ça coûte un petit peu plus cher pour les coûts d'entretien. C'est pas dérisoire et c'est pas de façon à dire qu'on ne va pas ou on n'achète pas de Crosstrek à cause des coûts d'entretien, pas du tout, mais c'est à considérer dans l'équation. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Ça, c'est peut-être un point qui est à voir. Il faut commander peut-être ces véhicules-là, mais je trouve que c'est un bon travail, qu'on a travaillé fort. Point fort, j'y reviens, c'est la traction. La garde au sol surélevée. On a un véhicule parfait pour le Québec. Moi, dans mes dimensions, dans mes besoins à moi, la dimension est parfaite. Les capacités sont parfaites. On a un trou et une bosse dans nos routes. Vraiment, le véhicule est fait pour ça parce que la suspension a été adaptée. Vous faites un peu d'hors-route, c'est le véhicule tout adapté. Et en plus, il peut tracter et il peut remorquer. Donc ça, c'est quand même un bon point. 3500 livres, c'est immense pour la catégorie. Je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup de joueurs dans cette catégorie-là qu'il faut aller voir. Corolla Cross est un bon joueur, puis en plus, c'est disponible en version hybride pour eux. J'ai parlé du Trailblazer tantôt, HR-V, donc c'est quand même des concurrents. Hyundai Kona aussi. Donc, il y a plusieurs véhicules à considérer dans le segment, mais à venir jusqu'à maintenant, mon coup de cœur, c'est vraiment le Wilderness. On peut enlever un petit peu de plastique sur les côtés, ça ferait mon affaire, le rendre un petit peu plus sobre, mais il reste qu'on a fait tout un travail avec ce véhicule-là. Alors, on s'arrête à virage et on vous revient. Restez avec nous. CarExpert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. CarExpert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour à Virage et j'ai le bonheur de recevoir Jean-Guy Roy, expert mécanique et collaborateur des premières heures de l'émission Virage. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Ça va bien? Ben oui, très bien. Alors Jean-Guy, bien content de t'avoir avec moi pour parler mécanique, évolution du marché de l'automobile. On va passer à peu près toutes les nouvelles technologies, parler de la voiture électrique parce que c'est bien important, l'arrivée de la voiture électrique, ça fait un gros changement dans les ateliers mécaniques. Absolument. Nouvelle vision, nouvelle version. Une nouvelle approche. Oui, on va commencer par ce qui est le plus populaire présentement, c'est-à-dire la mécanique des véhicules d'aujourd'hui qui a évolué énormément. Puis qu'est-ce qu'on voit arriver? Moteur turbo, des petites cylindrées de plus en plus. Oui. Et tout ça, ça demande un petit peu une vision différente au niveau de l'entretien, Jean. Oui, une approche particulière. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas perdre de base que l'entretien qu'on a toujours préconisé sur un véhicule avec un moteur thermique est toujours là. Donc, on a des huiles, on a de l'allumage. Il faut prendre soin de ça pour lui donner des soins particuliers si on veut atteindre les performances que le manufacturier nous a promis.
Fait que le consommateur qui fait l'acquisition d'un véhicule, il faut qu'il se mette ça dans la tête, que son entretien, si elle est fait adéquatement, bien, on va avoir beaucoup plus de chances de se rendre aux performances qu'on nous a vendues. Donc, au pas départ. négliger l'entretien, mais vérifier certains petits points quand même, parce qu'on s'est aperçu que ces petites motorisations, injection directe, souvent haut taux de compression, ça amène des petits entretiens particuliers. Oui, tu as raison. La chose première, l'essence. L'essence, on se rend compte dans les dernières années que plus que ça va, plus que l'indice d'octane diminue dans nos essences, on met beaucoup plus d'additifs chimiques dans notre essence et ça occasionne des problèmes à l'interne dans nos chambres de combustion et également dans la tubulure d'admission. OK. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça développe du vernis et ça empêche que ça circule bien, que ça coulisse bien. Et à ce moment-là, ça vient endommager la quantité d'essence qui rentre dans nos chambres de combustion et ça débalance notre moteur. Donc, souvent, on va être dû de faire un nettoyage d'injecteur. Donc, l'encrassement. L'encrassement beaucoup plus rapide qu'on voit maintenant, qu'on voyait anciennement. On va te donner un exemple. On fait, pour ne pas le nommer, mais une espèce de TerraClean qu'on appelle pour nettoyer toute la tubulure, l'admission. Et avant ça, on faisait ça autour de 36-40 000 kilos. Maintenant, 15-20 000 kilos, on fait ça, puis on voit une différence. On voit une différence comment? On va s'en rendre compte tout de suite sur le RPM, la stabilité du RPM, et deuxièmement aussi sur l'accélération. On va s'en rendre compte immédiatement. Donc, on est surpris de faire cet entretien-là à un si bas millage, mais si on ne le fait pas, qu'est-ce que ça occasionne? C'est qu'à long terme, on ne s'en rendra pas compte parce que des fois, notre véhicule qui a des ratés un petit peu sur les performances, on va passer par-dessus parce qu'on le prend tous les jours, puis on n'en fait plus de cas, puis etc. Et on n'est pas toujours assez attentif à notre véhicule, les comportements qu'il y a. Et à long terme, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça monte la température dans les chambres de combustion. Parce qu'un mélange trop pauvre fait en sorte que la température va monter. Et là, on va endommager beaucoup plus notre système à l'interne du moteur et ça va occasionner des problèmes plus tard. Fait que lorsque ça va mal vieillir, autrement dit. Fait que notre véhicule, lorsqu'on va atteindre 100 000 kilos, puis qu'on va s'apercevoir qu'on a des réparations majeures à faire dessus, ça va dépendre de l'entretien qu'on n'a pas fait ou qu'on a négligé de faire au départ. Est-ce qu'on peut régler le problème juste en utilisant du super ou on retarde le problème? On retarde le problème. OK. On retarde le problème. Fait que donc, la différence entre le super et l'essence régulière, on se fait poser souvent la question. Oui, de temps en temps, mettre un plein de super, parce que je sais qu'au niveau économique, c'est beaucoup plus coûteux de rouler au super tout le temps. Il y a des manufacturiers qui recommandent de rouler au super sans plomb régulièrement, mais si on alterne, mettons, à toutes les 4, 5, 6 pleins qu'on va mettre un plein de super sans plomb, ça va faire en sorte que ça va prolonger la venue de l'encrassement dans notre moteur, mais on va être obligé, veut pas, à un moment donné, peut-être au lieu de le faire à 15-20 000 kilos, on va le faire à 25-30. Si on achète un nettoyeur injecteur de temps à autre, qu'on le met là-dedans, c'est la même chose? C'est la même chose. C'est un remède temporaire. Okay. Il faut traiter ça à fond. Il faut vraiment nettoyer ça de façon agressive pour justement enlever cette couche de vernis-là. C'est incroyable de voir ça. Quand tu ouvres maintenant une tête de moteur puis que tu vas dans l'admission, tout le collecteur d'admission, puis tu vas voir à l'intérieur de ça. C'est incroyable de voir le vernis que ça peut développer. Est-ce qu'il y a une marque qui est meilleure que d'autres ou on parle d'un problème généralisé dans l'industrie avec les petites cylindrées? C'est un problème généralisé. Pourquoi? Parce qu'on vise des performances extraordinaires de consommation d'essence. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Bien, à ce moment-là, on compresse le mélange au maximum. Et ça, à ce moment-là, ça sort les défauts de notre matière première. On pourra en dire encore longtemps sur ces motorisations. Avant d'en arriver à la voiture électrique, Jean-Guy, les voitures sont de plus en plus performantes. On joue dans les suspensions de plus en plus au niveau des fabricants. On va avoir des véhicules qui se comportent très bien. Même des véhicules qui ne sont pas supposés d'être à la conduite sportive, on leur met des suspensions multibras, etc. Oui. Ça fait en sorte que
Hop, on nous dit, vos link kits sont en anglais, là, je ne sais pas en français, mais vos barres stabilisatrices, vos link kits. C'est ça. Là, les connecteurs de barres stabilisatrices. On joue dans les suspensions comme ça n'a plus de sens. Oui, ça n'a plus de sens. Mais en même temps, c'est nous, comme consommateurs, qui veut avoir de plus de performance avec notre véhicule. Fait que le manufacturier automobile, il écoute le consommateur, puis il lui donne ce qu'il veut avoir. Mais par contre, en retour, il faut qu'on soit très particulier sur notre entretien. Qu'est-ce que ça amène, ce type de suspension qu'on voit de plus en plus sur nos véhicules? C'est le parallélisme, l'alignement. L'alignement sur le véhicule est encore beaucoup plus fragile qu'il l'était dans le passé. Ça a toujours été un élément clé. Ça fait des années qu'on en parle ensemble. Mais aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus actuel. Pourquoi? Parce que, justement, à cause de la venue de les bielles de barres stabilisatrices qui sont longues comme ça. Avant ça, c'était toutes des petites bielles. Mais maintenant, la majorité sont toutes rendues de cette longueur-là. Fait en sorte que ça se désajuste plus facilement. Ça use, les rondelles de caoutchouc usent beaucoup plus parce qu'elles sont beaucoup plus sollicitées également. Donc, tout ça fait en sorte que notre alignement de parallélisme, il faut y voir régulièrement. Jean-Guy, la voiture électrique arrive de plus en plus. Oui. Bon, heureusement, on commence à en avoir de plus en plus sur nos routes. Tu as remarqué plusieurs choses concernant la voiture électrique, puis surtout au niveau de l'entretien. Parce que là, on dit qu'il n'y a rien à faire sur une voiture électrique. Pas vrai. Oui, c'est ça. Bien, pas vrai. Vrai ou pas, c'est sûr que d'un côté, il y a beaucoup moins d'entretien parce que cherchons pas d'huile à moteur, il n'y en a pas. Mais... Pas d'encrassement moteur. Il n'y a pas d'encrassement moteur. Mais par contre, une chose qui est très aberrante de voir, c'est le système de freinage. Moi, ça, c'est ça qui me marque le plus au niveau des véhicules électriques. L'encrassement du système de freinage, les étriers, les boulons qui coulissent plus dans les étriers, ça, on voit ça régulièrement et à peu de kilomètres, hein? Parce que des entretiens de frein sur des véhicules électriques, quelqu'un qui fait beaucoup de villes surtout, pas de grande route, mais surtout du déplacement, du stop and go qu'on appelle, part puis arrêt, fait en sorte que notre véhicule va encrasser à tous les 10-15 000 kilos, on doit nettoyer notre système de freinage. Bien, voyons. Oui, sans ça, ça va s'encrasser et ça va donner un mauvais système et une mauvaise fonction à notre système de freinage. Donc, la répartition de la force de freinage sur notre véhicule aux quatre coins fait en sorte qu'on peut se ramasser dans des situations où on va peut-être avoir une petite distance de trop et on va pouvoir frapper le véhicule qui est en avant de nous parce que notre système de freinage n'aura pas répondu adéquatement. Donc, ça, c'est important d'y voir et en plus d'y voir de façon dans les deux sens, au niveau entretien et au niveau prévention également. OK. Le poids, parce que, évidemment, la voiture électrique, c'est beaucoup plus lourd. Tu as remarqué que ça avait une incidence directe sur les pneus. Ah oui, définitivement. Les pneus, là, j'ai des propriétaires de véhicules électriques, là, 15 000 kilos, le pneu complètement usé, aucune trace sur la bande de roulement. C'est sûr qu'un véhicule électrique, pour tout consommateur qui a essayé un véhicule électrique, l'accélération est incroyable. On est vite parti. Bien, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on fait du survirage. Surtout en hiver. Des véhicules électriques en hiver, avec des pneus d'hiver qui vont user dans le temps de le dire, si on est 2-3 conducteurs sur notre véhicule puis qu'on ne se préoccupe pas trop de l'entretien de nos pneus, c'est sûr qu'on ne fera pas plus que 15 000 kilos. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en survirage. Et en plus, quand on roule sur la route, le poids, la sollicitation, la bande de roulement des pneus d'hiver, on sait qu'on a un taux de compression qui est beaucoup moins haut sur notre bande de roulement. Fait que ça fait en sorte que le pneu, en ayant toute cette surcharge de poids-là sur le dos, fait en sorte que le crampon est sollicité au maximum, autant dans les courbes qu'au freinage, fait en sorte qu'on se ramasse avec une usure très prématurée. Les fabricants ne travaillent pas là-dessus. On commence à voir arriver des pneus spécialisés pour voitures électriques, autant hiver qu'été. Exact. Est-ce que là, on règle un peu le problème? On travaille beaucoup là-dessus. Les manufacturiers sont tous dans la même direction. Le taux de compression. On va entendre parler de plus en plus dans le futur du taux de compression de la bande de roulement. Ça fait en sorte qu'on a notre caoutchouc qui est une compression qui est beaucoup plus haute. Le pneu est plus pesant parce qu'il y a plus de caoutchouc. Mais le problème et le défi de tous les manufacturiers de pneus est en sorte de garder une adhérence adéquate. Parce que plus qu'on va
condenser notre caoutchouc sur la bande de roulement. On a juste à penser à la fameuse rondelle de hockey quand on joue sur une patinoire extérieure, malgré qu'on ne joue pas beaucoup à l'extérieur maintenant. Mais avant ça, on le voyait, quand on arrivait dans une température un peu plus froide, la rondelle de hockey, elle glissait beaucoup plus sur la glace. C'est la même chose sur notre pneu. Le pneu, en ayant un taux de compression plus élevé, ça se rapproche d'une rondelle de caoutchouc qu'on joue au hockey, fait en sorte que quand il fait froid, c'est beaucoup plus glissant. Fait que les manufacturiers sont tous au même niveau, presque, et c'est là qu'est le défi. Celui qui va sortir avec un taux de compression élevé sur sa bande de roulement et une adhérence va devenir la recommandation. Si on n'a pas les pneus faits spécifiquement pour notre voiture dans les dimensions qu'on a comme voiture électrique, est-ce qu'on peut utiliser des pneus avec des systèmes de charge, des codes de charge plus élevés? Code de charge plus élevé. La cote de charge, puis ça, c'est un bon point que tu soulèves, Daniel. La cote de charge sur un véhicule électrique, c'est très important d'y voir. Parce qu'aussitôt que vous prenez un pneu d'hiver avec une cote de charge un petit peu inférieure à votre équipement d'origine, c'est là que vous courez à votre perte et vous allez faire beaucoup moins de kilométrage, encore une fois, dû à ça. Parce que plus que notre cote de charge est basse, plus que le caoutchouc de la bande de roulement est sollicité. Fait que ça va ensemble. Fait que si on a une cote de charge inférieure à l'équipement d'origine, on arrive sur la chaussée, notre pneu va être recommandé de user plus rapidement. Absolument. Donc, aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même certaines composantes mécaniques. Là, il y en a qui ont des systèmes de refroidissement aussi dans la voiture électrique. La suspension. Suspension, direction. Donc, ça demande oui, aussi une petite attention. Ça demande une attention, mais c'est sûr que nos visites à l'atelier sont beaucoup moins grandes. C'est un piège, par contre, qu'il faut y voir, les permutations de pneus. T'sais, normalement, moi, je recommande une permutation de pneus pas plus que 7-8 000 km si on veut sortir le maximum de kilométrage sur nos pneus. L'autre facteur, celui qu'on a parlé des freins, il faut y voir. Fait que quand que vous faites faire vos permutations, n'oubliez pas de dire à votre garagiste, vérifiez les freins dans quel état ils sont. Parce que si on n'y voit pas comme il faut, on va user nos plaquettes de frein, nos étriers de frein et nos disques de frein prématurément. Jean Guéroy, expert mécanique, comme tu es là, connaisseur, je te garde avec moi pour les questions un petit peu plus tard à l'émission. Ça me fera plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage. Restez avec nous et on va revenir. Ce segment d'émission vous est présenté par IA Service au concessionnaire. Trouvez la tranquillité d'esprit avec les meilleures protections offertes chez vos concessionnaires automobiles et de véhicules récréatifs. Voilà de retour, on se trouve présentement au Salon de l'Auto de Montréal. Je suis en compagnie de Marc Bouchard. Salut Marc! Salut mon cher! Comment ça va? Ça va très bien. Alors, l'année commence bien. On est au Salon de l'Auto de Montréal. L'année passée, on sait qu'on a été très critique envers le Salon de l'Auto de Montréal. On nous présente cette année une version un peu améliorée. C'est pas encore parfait, mais c'est amélioré comparativement à l'an dernier. Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, on occupe tous les planchers, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Déjà, donc, ça va satisfaire un peu plus les amateurs. D'autre part, c'est qu'il y a des marques qui ont décidé de revenir après une année d'absence. Alors, Ford, Lincoln sont de retour, Volkswagen qui est là aussi, Infiniti qui est de retour aussi, Genesis qui arrive cette année. Donc, vraiment, on a réussi à aller chercher un certain nombre. On ne peut pas ne pas parler des absents, bien entendu. Les Allemands, à l'exception de Volkswagen, là, tous les Porsche Audi de ce monde, oublie ça, c'est pas là. Tout le groupe Stellantis qui a décidé de se retirer de tous les salons d'Amérique du Nord, hein? Ça, il faut le préciser. Donc, c'est pas exclusif à Montréal. Mazda, même chose, se sont retirés des salons aussi, donc ils ne sont pas ici. Donc, il y a quand même un certain nombre d'absents, mais on a fait un bel effort. Et il y a des compagnies qui se sont particulièrement démenées pour amener des trucs. Et on a des attractions spéciales aussi qui permettent aux amateurs, justement, de satisfaire leur curiosité. Ben oui, de s'amuser un peu. Puis on a même amené du loisir ici avec de la moto, du VTT, du bateau. Bref, il y en a pour tous les goûts ici au salon. Donc, une version quand même améliorée. Mais parlons des présents. Tu as parlé des absents, mais parlons des présents. Nous sommes présentement chez Toyota. On a dévoilé plusieurs choses chez Toyota. Mais avant de parler de la nouveauté,
nouveauté, de la grosse nouveauté chez Toyota. Parlons que l'année a bien commencé pour eux parce qu'ils ont eu un prix très prestigieux. Oui, le prix de la voiture nord-américaine de l'année avec la Toyota Prius Prime, c'est assez spectaculaire parce que c'est une voiture, avouons-le, qui n'avait pas nécessairement une aura très charismatique dans l'ancienne génération, mais là, vraiment, une voiture qui est beaucoup plus sexy, qui est beaucoup mieux réussie. Quand on en a fait l'essai, on a vanté ses mérites. Il faut rappeler que le prix des voitures nord-américaines de l'année, c'est 70 journalistes, Canada, États-Unis, Mexique, qui votent pour ça. Donc, c'est un prix extrêmement prestigieux pour Toyota. C'est bien mérité. Là. Le kilométrage électrique est vraiment amélioré comparativement à l'ancienne génération. Et surtout, le design, même si, toute bonne chose a un prix. Il y a un prix qui vient avec, mais il reste que c'est bien mérité pour ce qui est de la nouvelle Prius. Puis moi, j'aurais jamais gagé là-dessus. Non, moi non plus. On n'aurait jamais gagé là-dessus. Toyota nous a présenté en avant-première du Salon de l'Auto la toute nouvelle Camry 2025. Et la Camry 2025 arrive revampée, une nouvelle génération, avec quelques surprises, Marc. Bien, en fait, d'abord, toutes les Camry seront hybrides désormais. Donc, déjà, ça, c'est un pas en avant énorme parce qu'on sait que de plus en plus, on tend vers ça. Des rouages intégral. Sur la Toyota Camry. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que dans ce créneau-là, au niveau des berlines intermédiaires, c'est vraiment quelque chose qui était recherché. On sait que d'autres l'offraient. Donc, et un design, écoute, on est vraiment dans un autre monde au niveau du design. On aurait quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agressif, beaucoup plus agréable. On l'avait déjà présenté au Salon de Los Angeles, mais là, elle fait son entrée en primeur canadienne. Et honnêtement, c'est un véhicule qui vaut la peine d'être découvert. Ben oui, puis bravo pour l'intégration de l'écran central. Moi, ça m'obsède, l'écran central là, des véhicules qui étaient ajoutés. La mode est vraiment passée. Moi, je pense que l'Avalon a l'intégration de l'écran central la mieux faite. Et là, dans la nouvelle Camry, on a réussi à bien l'intégrer dans le tableau de bord. Donc, on a fait un beau travail. Système hybride de dernière génération. Oui, évidemment, ça, c'est bien important avec le moteur 2.5 qu'on connaît. Et on ne nous a pas dit, par contre, la consommation, parce qu'on nous réserve une surprise. Et là, je regarde le 2.5 et c'est 232 versions traction intégrale. Oui, c'est 232 chevaux. C'est correct, mais c'est pas extraordinaire. On sait que ce moteur-là peut produire beaucoup plus de puissance. Alors, je m'attends à une cote de consommation vraiment extraordinaire. D'après moi, on a réduit la puissance pour nous annoncer une consommation très, très basse. Je pense que ça va être étonnant, cette consommation-là. J'ai hâte de voir. Moi aussi, parce qu'effectivement, Toyota a réussi à faire des exploits. Bon, on le sait, la Prius, c'est 4,5 à peu près. Donc, ça va effectivement être à suivre, là, mais on n'a pas tous les détails. Toyota aime ça faire des cachettes. Oui, mais on va en reparler. C'est pour qu'on reparle du véhicule. Le temps file, Marc. On va aller chez Lexus parce qu'ils nous ont présenté un gros véhicule, marginal dans le marché, mais il reste qu'il est très beau, puis c'est de la puissance. Un gros GX méchant, le genre de véhicule qui se vend à très peu d'unités, effectivement, au Canada, mais il a vraiment un look beaucoup plus raffiné, beaucoup plus intéressant. Un habitacle qui est bien fait. Toi qui aimes l'intégration de l'écran, c'est encore fort bien fait. Un véhicule qui est fait pour passer partout, rouage intégral, capacité de remorquage incroyable. Donc, vraiment un véhicule qui est spectaculaire. Pas sûr que vous allez en rencontrer beaucoup sur la route, mais il est vraiment très joli, évidemment. Là. Un petit mot du côté de chez GM, parce que j'ai vu la Corvette Erie en vrai pour la première fois. Donc, on a cette voiture-là ici, électrifiée, 655 chevaux, performance hallucinante. Là, c'est 2,5 secondes de 0,96 km/h. Wow! Il faut dire que GM est absolument présent partout là, au salon. Ils ont vraiment mis le paquet. Ils se sont étalés. Ils ont séparé leur division. Tu as la Corvette, la Erie, bien entendu. Tu as chez Chevrolet, Equinox, Blazer électrique et tout ce qui vient avec. Mais on a été beaucoup plus loin. Chez Buick, on a amené l'Envista, qui est absolument magnifique, qui est superbe. Et ton nouveau véhicule préféré chez Cadillac. Écoute, le Cadillac IQ, c'est... Où c'est qu'on s'en va avec ça, Marc? Si on parlait de superlatif, je pense que c'est ça qui s'applique le mieux. Mais je ne sais pas où Cadillac s'en va. L'ultra-luxe, là. Je sais, déjà, on nous parlait de la Celestiq à 300 000 US. Et là, on arrive avec un Cadillac IQ dont on ne connaît pas le prix, mais qui est absolument spectaculaire. Et honnêtement, je n'ai pas assez d'imagination pour trouver quelque chose qui n'est pas dans le véhicule. Les écrans, là, c'est phénoménal, la dimension des écrans là-dedans. De toute beauté, bref, on va en mettre plein la vue, sans aucun doute. Ceux qui en ont mis plein la vue, puis j'étais surpris que Tesla soit ici, bien, ils nous ont présenté ou dévoilé peut-être en... Moi, c'est la première fois que je le voyais en vrai, là, Cybertruck.
Faut en parler. Faut en parler parce qu'il existe. Je veux dire, c'est... Bon, je suis obligé de vous dire que malheureusement, je le trouve pas plus joli en vrai qu'en photo. Mais ça, c'est très personnel. Mais oui, effectivement, les amateurs vont vraiment être impressionnés parce qu'il est gros. Là, on voit vraiment les détails de carrosserie et tout ce qui vient avec. C'est quand même impressionnant comme véhicule, là, il faut le dire. Ouais. Tesla a vraiment amené quelque chose d'assez différent dans un marché qui est assez particulier. Mais oui, ça vaut la peine. C'est un petit détour intéressant. On reste dans la camionnette parce que chez Ford, qui sont présents ici, eux aussi, on a le F-150 revampé. Donc, ça reste dans la recette F-150. C'est efficace, puis tu touches un peu de modernité. Tu sais, le F-150, c'est le véhicule le plus vendu, toutes catégories confondues, en Amérique du Nord, au Canada aussi. On ne voulait pas changer la recette trop, donc on a amélioré des détails ici et là, un petit peu esthétique. Pas vraiment touché à la mécanique, cependant. Là. On a changé des petites affaires, mais peu de choses. Écoute, on ne touche pas à une recette gagnante, bien entendu. Puis c'est le pain et le beurre. Ford a quand même, il faut le dire, toute la gamme de véhicules ici. Là. On parle du F-150, mais la Mach-E est là. L'Explorer, le nouveau Explorer. Ta super Mach-E Rally. Mustang, Mach-E, Marc. J'ai essayé d'être gentil pour une fois. Complètement inutile. Mais en tout cas, on rentre pas là-dedans pour tout de suite. Mais Ford est là aussi, donc, avec son inventaire complet de véhicules. Honnêtement, les Américains, bon, à l'exception de Stellantis, les Américains ont vraiment pris le Salon de Montréal au sérieux et nous présentent vraiment un gros inventaire de véhicules. Ça vaut vraiment la découverte. Marc, on n'a pas fini. Non. On n'a pas fini parce qu'il manque Kia, Hyundai. On va aller chez VinFast et peut-être quelques autres surprises. Alors, restez avec nous. Au retour de la pause, on poursuit la couverture du Salon de l'Auto de Montréal. Ce segment d'émission vous est présenté par IA Service aux concessionnaires. Trouvez la tranquillité d'esprit avec les meilleures protections offertes chez vos concessionnaires automobiles et de véhicules récréatifs. Voilà de retour à Virage, toujours au Salon de l'Auto de Montréal. Marc, nous sommes présentement chez Hyundai. On vient tout juste de dévoiler le tout nouveau Santa Fe. Bien, c'est en primeur canadienne, évidemment. Évidemment, un véhicule qui avait été dévoilé lui aussi à Los Angeles. Un véhicule que moi, j'aime beaucoup. Je l'ai même mis dans ma liste des véhicules 2024 que j'ai le plus hâte de conduire. Un véhicule qui a un look absolument dévastateur. Il est carré. Oui, il y a des allures de Land Rover, soyons honnêtes. Là. C'est un gros VUS carré. Vraiment quelque chose qui est beaucoup plus aventurier. On nous a même annoncé une version XRT, donc avec une garde au sol qui va être plus élevée, même motorisation cependant. Mais encore une fois, un véhicule qui va avoir des capacités un peu plus hors route, des différents modes de conduite. Vraiment génial. Des petits gadgets incroyables. Probablement inutiles puis qui vont avoir de la difficulté, mais il y a entre autres une poignée en haut de la fenêtre arrière pour te permettre d'aller jusqu'au toit. Oui, en hiver, ça va être compliqué, mais c'est le fun. Et on a même été plus loin parce que Hyundai est maintenant partenaire de la Ligue nationale de hockey. Tu vas même pouvoir personnaliser ton véhicule avec un des 32 logos de l'équipe de la Ligue nationale que tu préfères. Écoute, j'aurais peut-être aimé mieux un autre sport dans mon cas, mais quand même, je trouve que c'est une bonne idée. Et surtout, bien, c'est la motorisation hybride. Ben oui. On a électrifié le Santa Fe. Bon, il l'avait déjà, donc on a poursuivi et reconduit à peu près la mécanique qu'on avait dans l'ancienne génération. Exactement. Mais quand même, pour un véhicule, comme je te dis, qui a vraiment pris un tournant définitivement plus musclé, plus athlétique. Écoute, moi, j'avoue que je l'aime beaucoup, mais il est très contesté parce qu'il y a des détails de design, entre autres les phares avant, en forme de hache, qui font pas nécessairement l'unanimité, mais que moi, je trouve... Écoute, j'aime l'audace de Hyundai dans son design. Alors, je pense que ça, c'est un bel exemple. Marc, la question qu'on va se poser, puis je sais qu'on va en faire l'essai dans les prochains mois, dès qu'il va être disponible, mais il y a une question qu'on va devoir se poser. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin avec le Santa Fe? Parce que c'est rare on dit ça. Moi, amenez-moi du design, amenez-moi de la différence, j'ai aucun problème. Là, c'est drastique. On repart à neuf, feuille blanche, et on arrive avec une toute nouvelle génération qui est à des années-lumière de l'ancienne. Fait que des fois,
ceux qui aimaient le Santa Fe ou ceux qui possédaient des Santa Fe, là, on s'en va ailleurs. On va aimer, aime pas. Puis là, on rentre dans la catégorie t'aimes pas. Oui, il y en a qui exactement. n'aimeront pas, il y en a qui vont aimer. Alors, j'ai hâte de voir, ça va être quoi la réponse. Mais on est plus proche de la Ioniq 5 en termes, je te dirais, de ligne générique. C'est-à-dire quelque chose de très carré, avec des phares à pixels vraiment différents. Mais c'est... Arrive-moi Radical. qu'un Santa Fe 100 électrique, avec cette forme-là, probablement que tu dis, OK, Oui. on s'en va dans quelque chose d'autre, puis dans l'électrification. Mais là, on s'est amusé. On peut se permettre ça maintenant chez Hyundai. Pourquoi pas? Et tu l'as dit à maintes reprises, hein, les Coréens ont une tendance à changer tellement rapidement leur modèle que je pense qu'on en a encore une fois la preuve. Honnêtement, je sais que toi, Mais t'aimes c'est- moins, mais moi, j'adore ça. Moi, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'on a été loin. Oui. On a été vraiment loin avec Tout à le fait design, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je suis persuadé qu'avec ce véhicule-là, on va aller chercher une nouvelle clientèle. Oui. On va aller chercher des gens qui n'étaient pas chez Hyundai, qui vont arriver avec cette nouvelle génération-là parce qu'on l'aime. Mais la vraie question, c'est est-ce que ceux qui étaient déjà chez Hyundai avec le Santa Fe vont suivre? Ça, c'est l'interrogation C'est le pour tout le monde. pari, puis je pense qu'on va en garder quand même plusieurs. On nous a présenté aussi la Ioniq 5 version haute performance, l'équivalent un peu de la EV6 GT. C'est ça, une voiture qui fait pas loin de 500 chevaux, avec toutes sortes de systèmes embarqués. Écoute, c'est absolument fascinant. C'est un véritable véhicule de course qu'on nous propose, mais aussi un véhicule de route. C'est le premier véhicule N électrique de Hyundai. Tu te rappelles qu'il y avait le Ouais. Kona N, l'Elantra N. Donc, c'est le premier véhicule N électrique. Ça ne sera pas le dernier, on peut se le dire. La Ioniq 6 N s'en vient et il y en aura d'autres. Mais honnêtement, un beau petit véhicule que ça aussi. Mais ça, c'est vraiment pour la performance pure. Ben oui, puis l'électrification et le plaisir de conduire, là, on voit que les compagnies s'occupent des gens qui aiment conduire puis qui veulent avoir un peu de performance. Exactement. Puis ça en est une belle preuve. La EV6 GT, n'a pas conduit la N, mais quand on a conduit la EV6 GT, on comprend qu'il Exactement. y a de On la est sérieux, performance là. là-dedans puis qu'on peut s'amuser. Pas à peu près. On va rester dans les Coréens. On va s'en aller du côté de chez Kia, qui nous ont présenté un Sorento revampé, donc une mise à jour du Sorento. Très moderne, très réussi quand même. Rien d'aussi spectaculaire que ce qu'on a chez Hyundai. Mais je pense que justement, les gens qui vont trouver le Santa Fe trop extrême, on va s'en aller vers le Sorento, qui, lui, est beaucoup plus chic et classe. C'est un peu ironique, en fait, parce qu'avant, c'était le contraire. Ouais, c'est ça. Les gens allaient chez Kia chercher le Sorento parce que, bon, il y avait un style différent du Santa Fe qui était plus sobre. Là, on arrive avec quelque chose qui, effectivement, le mot chic est probablement ce qui Ouais. s'applique le mieux au Sorento. On a vraiment redessiné des éléments. C'est pas une révolution, on s'entend, mais on a vraiment un véhicule qui a beaucoup plus de classe et qui est... Écoute, il attire déjà une clientèle et je pense qu'on va peaufiner un peu l'image de Kia avec ce véhicule-là. Je pense que c'est l'objectif. Absolument. Puis évidemment, dans l'emplacement de Kia, il y a toutes les nouveautés récentes Oui, oui. que les gens Ça, vont là. pouvoir voir. Le Le V9 V9 qui est sur place, qui a été dévoilé, je pense, ici même, l'année dernière. quelque chose du Exactement, genre. exactement. Donc là, on a ce véhicule-là. On a aussi les Niro, le reste de la gamme électrifiée du côté de chez Kia. Amène-nous chez VinFast, Marc. On a vu des choses assez le fun là-bas. Bien, en fait, je suis content que VinFast ait mis l'emphase autant sur leur kiosque. Parce que oui, on a les VF7, les VF8 que l'on connaît, mais on a surtout la fameuse camionnette, le Wild, qui est une camionnette particulière, 4 portes amphibie, dit-on. Bref, mais il y a surtout le VF3. Le VF3 qui est un petit VUS urbain, 200 km d'autonomie, c'est pas énorme, mais c'est vraiment petit, c'est 2 portes. Hein? C'est vraiment un petit véhicule de ville, mais si on nous l'amène comme promis, au prix qu'on a promis, on parle d'un prix en bas de 30 000 canadiens, admissible à l'aide financière gouvernementale. Donc Alors? là, ça commence à faire quelque chose d'intéressant au niveau du prix. C'est 200 km d'autonomie, là, Mais c'est environ, suffisant. qu'on nous dit. Véhicule purement urbain, tu te stationnes partout. Design complètement différent de ce qu'on peut retrouver sur la route présentement. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Écoute, j'ai hâte de voir ce que VinFast va, où VinFast va aller, parce qu'on sait qu'ils ont eu des difficultés au cours des derniers mois, mais ça les a pas empêchés de continuer à développer des modèles et nous les amène ici. Alors, et j'ai hâte de voir l'accueil des gens par rapport à ces modèles-là. Bon, j'étais avec mon fils qui visitait avec moi. Lui a fait un petit peu, ouais, pas sûr du design. Tu sais, c'est moins, ça attire pas tout le monde. Donc, ça aussi, c'est un véhicule qui va provoquer des réactions. J'ai bien hâte de voir quelle sera la réaction des spectateurs. Moi aussi, j'ai hâte de voir parce que c'est une nouvelle marque. C'est une marque qui arrive, qui essaie de s'implanter, on entend des embûches, des moins embûches, d'autres affaires. Donc, j'ai hâte de voir quelle direction que ça va prendre tout cela, mais les véhicules sont là. Le nombre de véhicules, de modèles sont là aussi parce qu'il y a quand Impressionnant. même
beaucoup de nouveaux modèles. Je sais qu'ils ont un emplacement déjà de choisi pour Québec. Je ne sais pas si on va arriver à Québec, mais on a déjà l'emplacement de réservé et de choisi. Donc, ça reste à voir qu'est-ce qu'on va pouvoir, évidemment, faire avec tout cela. Si on se déplace, un petit mot rapide en terminant, Marc, sur Nissan, qui est aussi sur place. Ouais, Nissan qui est sur place, en fait, qui n'a pas vraiment de grandes nouveautés. Ben, ils nous ont fait vivre quelque chose de le faire. Mais c'est ça. C'est qu'ils présentent, en fait, avec la coupe Nissan Sentra, une présentation D-Box où, littéralement, vous êtes assis dans un cinéma, mais vous êtes assis au volant de la Sentra quand elle est en piste. Et honnêtement, c'est spectaculaire. Si vous n'avez jamais fait de course automobile, vous avez vraiment l'impression d'être dans le peloton. Ça vaut la peine d'attendre pour aller faire ça. C'est, à mon avis, l'expérience la plus intéressante du Salon de Montréal. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. En revoilà, c'était notre couverture du Salon de l'Auto de Montréal. On s'arrête à Virage et on vous revient rester avec nous. Voilà, de retour à Virage. Si vous voulez nous poser des questions, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, poser vos questions et commentaires. Préparez-vous parce que dès la semaine prochaine, peut-être l'autre semaine, je vais déjà vous parler de billets du Salon de l'Auto de Québec. On est déjà rendu là dans les salons de l'Auto, comme vous avez pu le constater aujourd'hui. Alors, préparez-vous. Si vous avez des questions, vous me les envoyez. Si vous voulez des billets, vous nous dites « je veux des billets ». Et comme ça, on va être capable de vous en donner aussi plusieurs paires de billets. Et non seulement ça, mais une petite annonce spéciale également concernant le Salon de l'Auto de Québec un petit peu plus tard à venir à Virage. Jean-Guy, Oui. tu es resté avec moi pour la période des questions. J'ai sorti des petites questions camions parce que je sais que tu es une personne qui aime beaucoup les camions. Tu as travaillé énormément dans ce domaine-là également. Oui. Il y a M. Théru-Panier qui dit moi, je veux avoir une camionnette pour faire 60 à 65 000 km par année. Je remorque régulièrement 2 à 3 000 livres. Alors, est-ce qu'on l'envoie vers le diesel, Jean-Guy, ou on le garde vers l'essence? Ça, c'est la question. À 60-65 000 kilos par année, la question se pose bien. Et moi, j'aurais tendance à aller diesel. Parce qu'au millage qu'on a là... Dans les petits diesels, là, 1000... C'est ça, pas traîner du Ramax. 3 000 livres, là... Ah, c'est ça, 3 000 livres, ça les 3 litres diesel dans le Ram, dans le Silverado, ça fait le travail. C'est sûr que si on veut se gâter, le Duramax, dans une camionnette, c'est l'Arctique. Mais c'est question de... Cummins aussi, là. Question de budget. Cummins aussi, mais Cummins, c'est parce que Ram, encore une fois, oui, c'est une bonne camionnette, Ram, mais le châssis par rapport à la carrosserie, c'est pas compatible ensemble, encore une fois. On voit encore des faiblesses à ce niveau-là. Les supports de carrosserie par rapport au châssis. Il travaille pas fort, là, à 3 000 livres. Oui, je sais, mais on parle à long terme. Si on veut avoir une bonne achat. Ford, c'est une bonne camionnette, Ford. Par contre, au niveau angle de cambrage. L'angle de cambrage, si on manipule une remorque, bien, on aime ça que qu'on soit capable de cambrer nos roues comme il faut pour pouvoir rentrer. Un GM va faire le travail beaucoup plus qu'un Ford. Donc, vous avez du choix dans ce Mais le dans nouveau ce diesel, segment-là. le nouveau diesel aussi qui est intéressant, comme tu parles, avec une plus petite cylindrée aussi. Donc, allez-y dans le 3 litres diesel, vous allez être bien servi. Absolument. Et ne pas négliger l'entretien de ces petites motorisations diesel. À 60 000 km par année, vous n'avez pas beaucoup de temps pour aller à l'atelier. Allez faire votre entretien, arrangez-vous pour que ça aille bien. Je regarde pour le nouveau CX-90 de Mazda, mais ma question concerne surtout le 6 en ligne. Est-ce que c'est durable? Je fais 25 000 km par année. Moi, j'adore les 6 cylindres en ligne. C'est le moteur parfait, l'allumage parfait. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont les cheveux blancs, vont se souvenir facilement d'un 6 qu'on appelait Néo penché chez Chrysler, qui a été un moteur qui a traversé des décennies et qui a été le plus fiable de l'industrie encore aujourd'hui. Donc, c'est peu dire. Il ne faut pas oublier qu'un moteur 6 cylindres, puis tu as entièrement raison quand tu le dis, la fiabilité d'un moteur 6 cylindres, c'est un moteur qui est bien équilibré. C'est le poids de chaque répartition, de chaque cylindre, de chaque piston, du mouvement du vilebrequin, fait en sorte que c'est parfait. Fait que la seule faiblesse qu'on s'est rappelé sur les moteurs 6 cylindres, c'est les fuites d'huile qu'on avait, mais que ça a été résorbé avec le temps.
Oui, à l'époque, c'était les meilleurs moteurs. Puis tu as parlé du Chrysler, mais les Ford, tout le monde l'avait, GM en avait, c'est ça, on avait, exactement. Tout le monde avait le moteur, puis c'était parfait. Le seul, à l'époque, il était un petit peu fragile à l'humidité, ces moteurs-là. Là. Oui. Mais une fois qu'il était réchauffé, comme on disait, il allait, ça dormait. dormait. Ça dormait. Mon père disait, il dort. Ah, le moteur, il dort. Fait que ça, c'était des bons moteurs, mais effectivement, il y avait des petites fuites d'huile ici Exactement. et là. Surtout à la panne à l'huile, Oui. plus qu'à la tête. Je regarde pour un Audi Q3, 75 000 km. C'est un 2020 très propre, bien entretenu, 24 500 km. Donc, c'est un véhicule pratiquement neuf. On sait que c'est une bonne plateforme. Construction, rien à dire. Peinture, durabilité. Par contre, un petit conseil, moi, que je donnerais, c'est peut-être d'y aller avec une garantie prolongée. Ce serait sage de faire ça dans ce cas-là, parce que c'est pas exempt de petits problèmes. Hein? Surtout, oui, exactement. Puis des véhicules à ce kilométrage-là qui n'est pas élevé pour Audi, mais par contre qui est là quand même à 75 000 kilos, c'est ça, 75? Oui. 75 000 kilos. Bien, faire en sorte que une bonne inspection avant achat, pas après, mais avant achat, c'est bien, oui, parce qu'il y en a plusieurs qui le font. Quand on me pose la question, quand c'est un véhicule qui a un peu de millage comme ça serait bon de vérifier et s'assurer qu'au niveau suspension, tout est là en bonne place et en bonne condition. Julie, elle regarde pour un Escape. Encore 2020, c'est une bonne année, c'est un bon millésime. Nouveau modèle, oui, c'est vrai. 2020, il a changé, il avait changé un peu de modèle là. Avec 41 000 km, le moteur 1.5 pour au moins 6 ans. Aucun problème. Aucun problème? Aucun problème. Ford Escape, là, je vais signe dire... 3 copies, toi, t'as pas de problème. Pace fort, signe 3 copies. Mais pour un Ford Escape, moi, je trouve que c'est un véhicule, dans l'ensemble, qui n'a pas de problème majeur récurrent. Tu sais, on ne voit pas de problème récurrent. Puis remarque une chose, que tous ces véhicules-là, Mazda Tribute, Ford Escape, ont toujours bien vieilli dans le passé. Regarde dans les années 2010-2015, tu sais, ça a toujours été un bon véhicule. Fait que moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème à avoir ce véhicule-là. Oui, c'est un des bons véhicules. C'est un bon achat à faire. Avec le moteur 2 litres, c'est le fun. C'est encore mieux, mais le 1.5... Le 1.5 peut faire le travail. Va faire le travail. Si on est conscient qu'on a 1.5 en dessous du capot. Parce que là, si on met un porte-bagages, une remorque en arrière, puis tout le kit, là, on va l'hypothéquer. Un petit peu, oui. Mais le 1.6, il y avait eu un peu de problème. Parce qu'ils ont joué avec la motorisation. Ouais. Tu as eu le 1.6. Après ça, le 1.6 a viré à 1.5. Oui, parce que souviens-toi, c'était les EcoBoost, là, toute la gamme, la famille EcoBoost qu'on appelait dans le temps. Bien, là, ils ont eu des ajustements à faire parce qu'il y avait des problèmes de livre-pied. Parce que le torque, comme on appelle, il ne répondait pas aux bonnes vitesses puis il n'était pas capable de synchroniser le moteur avec la transmission. Fait qu'on avait des problèmes sérieux chez Ford à ce moment-là. Ben oui, il y avait des problèmes. Puis on a viré le 1.5 en 4 cylindres. Après ça, 1.5, 3 cylindres. Fait que là, il y a des ajustements, mais peu importe la cylindrée. En 2020, ça va être un 4 cylindres. Oui, en 2020, ça va être le 4 cylindres. Beaucoup mieux, beaucoup plus sûr. Mais le 3 cylindres fait le travail depuis quelques question années. Question de température. Si on traîne quelque chose, si on on sollicite le véhicule dans le remorque. Rapidement, Jean-Guy, je cherche un véhicule à propulsion pour avoir un peu de plaisir, autant en été qu'en hiver. Lequel choisir? Il n'y en a plus bien. Hein? Le Chrysler 300, le Charger, c'est pas mal disparu. Si vous pouvez en trouver, c'est des véhicules qui peuvent faire le travail. Il faut trouver peut-être, si on veut une petite camionnette, Ford Ranger, des choses comme ça. Bien, là, c'est plus du plaisir. Là. C'est rendu dangereux. Là. Si on veut vraiment avoir du plaisir. Genesis offrait aussi des véhicules à l'époque. Mais si on veut y aller dans le véhicule neuf, Ford Mustang, vous êtes obligé d'aller dans le sport. Ford Mustang, Camaro... En hiver, on l'arrache. En hiver, on arrache. Là. Mais quand même, ça se fait. Les voitures électriques, il y a du Tesla 3 qui se fait en propulsion, des voitures électriques qui se font en mode propulsion. Dans la camionnette, je pense que c'est encore... peut-être, ou encore un Wrangler, puis on désactive, on reste en 2 roues, mais quand c'est trop grave, on a toujours l'option d'un 4 roues motrices. Alors, sinon, dans la voiture d'occasion, il y en a encore quelques modèles que vous pouvez aller vous chercher, surtout dans le Charger puis le 300, parce qu'il y avait quand même des véhicules qui étaient quand même assez lourds, puis un bon contrôle de stabilité. Ça fait que quand il n'y a pas de grosse tempête à pu finir, vous pouvez quand même bien vous débrouiller avec ces modèles-là, puis sont durables. Et avoir du plaisir à conduire. C'est des véhicules durables. Oui.
Oui, avec du plaisir à conduire. Vous allez avoir du 6 cylindres, par contre, là-dedans, pas mal tout le temps. Absolument. Dans ces véhicules-là. Jean Guiroy, merci beaucoup. Ça fait plaisir, pour votre Daniel. participation. On s'en parle bientôt. Au plaisir. Merci d'avoir été là. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.